il faut se souvenir que quand l'Union soviétique a tombé, la plupart des membres de l'oligarchie et de la nomenclatura, enfin la plupart, une part importante des membres de l'oligarchie et de la nomenclatura de l'ex-Union soviétique a essayé de... Alors, il faisait partie d'une communauté riche aussi, hein, qui est connue, qui a pignon sur rue aujourd'hui en Ukraine, qui avait pignon sur rue en Russie. Bon, c'était la même engeance que les oligarques américains de l'État profond. C'était les mêmes, ils étaient frères. Hein. C'est ça. Alors, au moment où la Russie s'est effondrée, les Russes de l'oligarchie, qui essayaient de garder, bien sûr, toute la puissance financière, etc., ont essayé de promouvoir quelqu'un qui puisse défendre leurs intérêts et leur permettre, en clair, de piller le pays. Piller le pays en rachetant à bas prix toutes les entreprises qui se cassaient la figure en 1990, hein, et en les faisant fructifier et en faisant des entreprises rentables, mais rentables pour eux. Je crois reconnaître M. Elstine. C'est-tu lui? Oui, non, Eltsine était à l'époque... Non, c'est pas lui qui a été choisi. Ah non? OK, excusez-moi. Quand Eltsine est parti, Eltsine avait été complaisant avec ces gens-là. Oui. Mais quand Eltsine est parti, ils ont cherché à promouvoir quelqu'un. OK. Et Eltsine, qui avait été complaisant avec ces gens-là, leur a proposé Poutine. Poutine, qui l'avait déjà vu à l'œuvre pendant plus d'1 an, qui avait été son Premier ministre, et ils lui ont dit, ce gars-là, il va être bon pour vous. Sauf que Poutine est arrivé, il a donc pris le pouvoir, enfin il a été élu hein, grâce au soutien de l'État qui était en place et des oligarques. Les oligarques l'ont soutenu et l'ont porté au pouvoir, dans l'espoir qu'ils allaient en retour recevoir de la part de Poutine de l'aide pour leurs propres finances, quoi, pour leurs propres intérêts. Sauf que Poutine était un patriote et que Poutine leur a dit, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, bon, maintenant c'est terminé, les règles du jeu, c'est moi qui les fixe, il n'y aura pas de pillage du pays, et tous ceux qui veulent pas signer là, en bas à droite, les contrats que je vous dis de signer, ceux-là, ils vont avoir des problèmes. Bon, il y en a quelques-uns qui ont refusé de suivre Poutine et qui se sont retrouvés en grande difficulté, voire même en prison. Hein. Je veux parler par exemple de Khodorkovsky, mais il y en a des exemples comme Khodorkovsky, il y en a eu 4 ou 5. Mais ces gens-là, dans leur entreprise de pillage du pays, ils avaient besoin de fonds, d'argent. Ils ne l'avaient pas. Et l'argent venait d'où? Il venait de l'autre côté de l'Atlantique par les intérêts américains, qui prêtaient de l'argent pour racheter à bas prix tout ce qui marchait encore en Russie, etc. C'est ce que Poutine a voulu arrêter, en mettant en prison ces membres de l'oligarchie russe, qui n'étaient ni plus ni moins que les frères de la présente oligarchie américaine. Et les financiers américains ont beaucoup perdu. Ils ont perdu d'abord tous les investissements qu'ils avaient déjà faits, et puis ils ont perdu leur rêve qui était de mettre la Russie en coupe réglée à leur profit. Hein? Et le capitaine me disait aussi, pas juste les Américains aussi, il y a les Anglais aussi, hein, qui étaient très impliqués là-dedans aussi. Hein? On est d'accord, la City de Londres, mais quand je dis les Américains, je veux parler de la communauté néoconservatrice et mondialiste, hein, ce que j'appelle, moi, la diaspora néoconservatrice et mondialiste, hein, qui englobe non seulement aujourd'hui les États-Unis, parce qu'elle a étendu ses tentacules en Europe, hein, et au Canada aussi, hein. Donc, au Canada, en France, en Allemagne et surtout au Royaume-Uni, bien sûr, et en Australie. Hein. Donc tous ces pays-là sont des pays où les élites les oligarchies sont frères et sœurs, hein, et s'entendent comme larron en foire. Et donc l'oligarchie américaine n'est pas contente du tout de voir qu'une partie très riche
de la terre, hein, du sol mondial. La Russie échappe à leur contrôle. Voilà. Ça donne cette russophobie bipartisane, une russophobie bipartisane qui est partagée à la fois par les démocrates et par les républicains. Pourquoi ? Parce que les démocrates et les républicains sont élus par les mêmes milliardaires. C'est eux qui, si vous dites un mot contre l'oligarchie en question, vous ne serez jamais élu président, vous ne serez jamais élu député, parce qu'on vous collera dans les pattes un concurrent et on le financera tant que ça peut, et par contre on financera également tous les médias, parce que cette oligarchie a pris le contrôle des médias, non seulement aux États-Unis, mais également en Europe, et par l'intermédiaire des médias et des milliards de l'État profond, on arrive à contrôler la politique, parce que dès qu'il y en a un qui fait un pas de travers, c'est une machine à assassiner des personnages ou de monter en épingle les personnages qu'ils veulent. Voilà, exactement. Exactement, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Ils peuvent détruire les personnages par les médias et ils peuvent promouvoir les personnages qu'ils veulent, quand ils veulent, etc. Et c'est ce qu'ils font. Mais là, maintenant, il y a une russophobie, et puis il se trouve que Poutine est le bouc émissaire pour tout ça. Hein. Il faut détruire Poutine. Il faut détruire Poutine. Et donc, pour le détruire, il faut commencer par le salir dans les médias occidentaux. Et hop, on construit des narratifs, on le présente en ogre qui mange des Ukrainiens tous les matins et au petit déjeuner. Et voilà quoi. Donc ça tient pas debout. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut bien essayer pour vous qui cherchez à vous informer, il faut connaître les points de vue de l'adversaire. Vous ne pouvez pas, dans un conflit quel qu'il soit, hein, se fonder seulement sur les médias qui traitent le problème de votre côté et de votre point de vue. Il faut aller voir le point de vue de l'adversaire, hein, que ce soit vis-à-vis de l'Iran, on ne cherche jamais à savoir ce que les autres pensent de la situation. Quand il faut d'abord se renseigner, multiplier les sources d'informations, faire sa propre réflexion, sa propre analyse et se dire quel est le plus crédible dans tout ça. Et puis, c'est vrai que quand on a l'expérience, qui est mon cas, on analyse plus vite les choses et on voit tout de suite qui est crédible et qui ne l'est pas.